Bonjour à toutes et à tous, ici Light Moderne. Nous sommes presque en 2020 et la vague d'animés isekai ne semble pas prête de s'arrêter. En une saison d'animé, il y en a toujours au moins 2 ou 3 qui sortent. L'automne dernier, on en a même eu 5. C'est dingue. Si la deuxième moitié des années 2000 était sous le signe des filles mignonnes et moe faisant des trucs mignons, on peut dire que la majeure partie des années 2010 était sous le signe des isekai. Ces récits de fantasy où des héros se retrouvent transportés dans un autre monde où « Oh bah tiens, regardez !» Comme par hasard, j'ai fait des vidéos sur ce sujet, c'est marrant. Si seulement il y avait un lien en haut à droite à travers une fiche YouTube qui permettait de les voir. J'attends. Mais du coup, vu qu'on est parti encore pour quelques années de plus à en bouffer, est-ce qu'on est sûr de vraiment savoir ce que c'est que l'isekai? Beaucoup de gens désignent le isekai comme un phénomène récent, un genre très codifié avec ses héros surpuissants et ses mondes de RPG. Eh bien, c'est pas totalement faux, mais c'est pas totalement vrai. Je pense qu'on a tous un peu pas mal d'idées reçues sur les isekai et que ça nous aiderait pas mal d'avoir un avis un peu plus nuancé sur le sujet. Donc c'est parti pour remettre en question 3 grosses idées reçues sur les isekai. Lancez le jingle. Mais avant de commencer cette vidéo, sachez qu'elle a été sponsorisée par Crunchyroll. Oh, je connais ça, c'est quand tu mets des chips dans un burrito, non? Non, c'est pas ça, Mika. Attends, j'avoue que... Eh, ça a l'air bon en fait, vas-y là, on se fait ça ce soir. J'aime pas les burritos, donc... Mais ta gueule. Crunchyroll est un pionnier dans le streaming VOD d'animé légal depuis 2009 et vous propose en France plus de 400 séries à regarder sur smartphone, PC et autres plateformes. En plus, pas mal des animés isekai que je vais aborder sont disponibles sur Crunchyroll, en plus d'autres séries qui font partie de mes préférées de toute la décennie. Du coup, je vous invite s'il vous plaît à rester vraiment jusqu'à la toute fin de la vidéo, de la regarder jusqu'au bout, pour voir ensuite des mini-conseils d'animés à regarder sur Crunchyroll. Comme ça, après, vous pouvez le regarder en cliquant sur le lien dans la description, crunchyroll.com/hermitmoderne, pour pouvoir bénéficier de 14 jours gratuits en compte premium. Merci à Crunchyroll pour soutenir cette vidéo, et maintenant, c'est parti pour la chronique. Avant de parler d'isekai, on doit d'abord parler d'ikai. Kai? Ta gueule, s'il te plaît. Le terme isekai tel qu'il est utilisé dans le cercle des fans d'anime et de manga est une invention relativement récente, disons fin de 20e siècle, vous voyez? Longtemps avant, on avait déjà le terme ikai qui existait pour désigner un autre monde, dans le sens d'un univers alternatif. C'est juste que le plus souvent, ikai désignait surtout un autre monde dans le sens l'outre-monde ou l'au-delà, tu vois, le monde où tu manges les pissenlits par la racine. Si vous voulez un point de référence occidental pour mieux comprendre, pensez à des histoires de personnes qui voyagent dans l'au-delà comme l'enfer de Dante, ou Orphée aux enfers, ou tout ce qui tient des catabases grecques. Le poète Edmond Haraucourt disait « Partir, c'est mourir un peu ». Ah bah moi, du coup, j'ai envie de dire « Mourir, c'est isekai pas mal ». Tu vois ? C'est ça avoir un baquet, mec. Et vous vous doutez bien qu'entre l'Antiquité et maintenant, des histoires de personnes transportées dans un autre monde du style l'au-delà, l'enfer, le paradis, le pays des morts, le pays imaginaire, le pays des merveilles ou autre pays féerique avec de la magie partout, ben, il y en a eu pas mal. Et dans toutes sortes de civilisations. Pensez à l'ikai et ces autres récits d'autres mondes, à des proto-isekai. Rien de neuf sous le soleil, donc, si ce n'est la façon dont les otaku utilisent le mot isekai pour parler de quelqu'un transporté dans un monde de RPG à la Dragon Quest ou Final Fantasy. Parce que sans être un fossile, je me rappelle d'avoir vu pas mal d'animés et de mangas où c'est des personnes qui se retrouvent transportées par magie dans des mondes de fantasy pour devenir les élus de la légende ou je sais pas quoi, tu vois. Et dans le jargon, pas une seule fois j'ai entendu parler du mot isekai, même dans Animeland. Et pourtant, ils ont fait un numéro spécial sur les mondes parallèles. Ah non, je confirme, ils en parlent pas, non? Par contre, c'est super intéressant de constater que dès 2004, sans la terminologie isekai, le procédé narratif des mondes parallèles était suffisamment remarquable dans l'animation japonaise pour qu'on puisse en faire tout un dossier. Donc pour résumer, le terme isekai s'est vraiment retrouvé massivement utilisé dans les années 2010 post-Sword Art Online, même si c'est pas un isekai. Mais les récits d'autres mondes qui peuvent être désignés par le même terme, il y en a partout et ça date. Donc oui, techniquement, le magicien d'Oz, Alice au pays des merveilles et Richard au pays des livres magiques, c'est techniquement des isekai. Qu'est-ce que tu vas faire? Rien, c'est comme ça, c'est la vie sekai. La vague d'isekai basée sur des aventures d'otaku balèzes qui se retrouvent dans des mondes de RPG tient moins du isekai à proprement parler que du narokei, qui est un terme qui est peut-être plus pertinent pour désigner ce genre d'histoire.
Le Naroke est un terme né sur le web via la plateforme de roman-amateur Shosetsuka ni Naro, ou Devenons des romanciers en français. Plateforme qui donne donc son nom à ce type de récit très populaire en ce moment. Il désigne les œuvres où un héros d'apparence lambda, japonais moyen otaku sur les bords et généralement masculin, se retrouve avec des pouvoirs hors normes lui permettant de franchir tous les obstacles du récit sans difficulté. Une histoire de god mode à la fraîche, tu vois, qui permet aux jeunes spectateurs de se projeter dans ce héros qui lui ressemble. En fait, le Naroke, c'est un petit peu l'anti-neketsu. Par exemple, dans un manga neketsu comme My Hero Academia, le héros lutte, peine, s'entraîne, grandit et gagne en puissance progressivement. Mais dans un Naroke comme par exemple Death March, le héros il débarque, Meteor Strike sur une colonie de dragons, des tas d'XP, il devient niveau 100 direct, il a tous les pouvoirs, il a toutes les meufs, et c'est juste l'épisode 1. Sur une série de 12 épisodes. Ça fait beaucoup là, non? Et là vous allez me dire, mais du coup il fait quoi des 11 autres épisodes? Eh bien vous le saurez en allant sur Crunchyroll, l'animé est disponible là-bas, 14 jours premium en cliquant dans le lien dans la description. Je commence à maîtriser le sponsor game là, ça y est. Et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, non seulement la grosse majorité des isekai vraiment populaires, ce sont des Naroke, mais en plus, ils sont issus directement en fait du même site web, Shosetsuka ni Naro. On faisait la blague du style, ah là là, les héros de isekai, on dirait qu'ils sortent tous de la même fabrique. Mais en fait si, c'est vrai, c'est pas une blague, il y a vraiment, quelque part au Japon, sur internet, une usine à Kirito overpété qui en fabrique à la chaîne et qui, non attends, ça marche pas, encore une fois, Sword Art Online n'est pas un isekai, donc la métaphore ne marche plus, merde. Et histoire d'éviter les malentendus et que le terme soit utilisé n'importe comment, One Punch Man, malgré son héros overpété hyper puissant, ce n'est pas un Naroke. Déjà parce qu'il n'a aucun lien avec le site web Shosetsuka ni Naro, mais surtout parce que le personnage est une parodie, pas un fantasme ou un vaisseau dans lequel le lecteur est censé s'identifier ou se projeter. Bon, après, ça va pas empêcher certains d'essayer, mais voilà quoi. Pourquoi ces gens veulent devenir chauves et dépressifs, je comprends pas. Après, dans la pratique, c'est évidemment plus nuancé que ça. Tu as des histoires dans le style Naroke qui ne viennent pas du Shosetsuka ni Naro, comme par exemple le Remonster avec son héros overpété qui a le pouvoir de bouffer des gens pour gagner leur propriété. C'est comme Kirby mais en crade. Tu as aussi des histoires du Shosetsuka ni Naro qui ne sont pas du tout dans le style overpété du Naroke. Par exemple, tu as Ascendance of a Bookworm, c'est un animé que j'aime beaucoup en ce moment, c'est un de mes préférés de cette saison. Et là, c'est l'histoire d'une meuf réincarnée en petite fille malade et pauvre qui essaye de faire des livres dans un monde où faire des livres ça coûte cher. Déjà, tu vois, comparé à Heinz ou à Alimul, c'est un peu le seum. Mais c'est vraiment une super bonne histoire, j'adore. D'ailleurs, l'animé est sur Crunchyroll, 14 jours gratuits, lien dans la description. Tu as même des histoires sur le site web Shosetsuka ni Naro qui ne sont pas du tout des isekai. Comme par exemple, je veux manger ton pancréas. C'est une romance. Et en l'occurrence, de la même façon qu'un isekai n'est pas forcément un Naroke, eh bien un Naroke n'est pas forcément un isekai. Il s'avère juste que beaucoup de récits se passant dans un autre monde adaptés en animé à succès sont des Naroke. Comme le shonen, le isekai, c'est peut-être pas tellement un genre en fait, non? Est-ce qu'en fait ce serait pas juste une forme de fantasy comme l'heroic fantasy, la dark fantasy, ce genre de choses? Je veux dire, même si c'est quelqu'un du monde normal qui se retrouve au pays des orques et des dragons, c'est de la fantaisie quand même, non? Long voyage initiatique, quête épique, magie merveilleuse, race enchantée, tout ça. Peut-être que le fait d'aller dans un autre monde, ça tient plus du procédé narratif que d'un grand ensemble de codes et de structures de récit. Néanmoins, dans un isekai, c'est intéressant d'observer qu'il y a 3 grands types de sous-procédés pour être transportés vers un autre monde qui se démarquent. Premier type, tu as le shokan, c'est quand le héros menait une vie pépère et tranquille, quand tout à coup il a été invoqué dans un autre monde pour booter le roi des démons hors du royaume. En face, sur le mot invoqué, donc c'est-à-dire que c'est vraiment l'action de personnes précises qui, par magie, ont décidé de ramener un mec de ce monde vers le leur. Deuxième type, on a le tenni. Ce n'est pas tennis au singulier, ne fais pas cette blague dans les commentaires s'il te plaît. Le tenni, c'est quand le héros, il était là, et là, il est plus là. Il est dans un autre monde, comme ça, tu ne sais pas, il a marché dans un trou dimensionnel, je sais pas comment il a fait, mais il est là, et à l'aventure compagnon, bouton des démons. Et enfin, troisième type, le Tensei, qui est tout simplement la réincarnation. Alors oui, les histoires de réincarnation, c'est pas toujours du isekai, mais c'est un procédé qui est très utilisé dans ce genre de récit. Vous vous doutez bien, pour que lier réincarnation, ça implique donc que le héros meurt d'une façon ou d'une autre dans le monde normal. Ça peut être un assassinat, ça peut être
être un accident, ou alors ça peut être ce bon vieux procédé narratif japonais, le camion. Spécial dédicace à Camion Coude, mon bro, on pense à toi. Et ainsi en mourant, son âme se retrouve transportée dans le deuxième monde pour revêtir une nouvelle apparence physique. Ou pas, il peut être aussi pareil qu'avant, genre en jogging moche. Et à partir de ce moment-là, bye bye l'ancienne vie, on en recommence une nouvelle de zéro. Ça a l'air anodin ces différents modes de transport, mais mine de rien, ça change un peu les enjeux du récit en fait. S'il a été invoqué, ça veut peut-être dire que les gens qui l'ont appelé dans ce monde peuvent le renvoyer chez lui. Mais est-ce qu'ils en ont envie? Et est-ce qu'ils sont capables de le faire? S'il est réincarné, aucune chance pour lui donc de retour en arrière. Mais du coup, dans ce nouveau monde, est-ce qu'il va rester humain? Ou est-ce qu'il va devenir totalement autre chose comme un slime, un squelette, une source d'eau chaude, un distributeur automatique de boissons et de snacks? Et s'il est transporté dans ce monde de façon inexplicable, bah c'est peut-être que l'auteur il voulait pas expliquer, il voulait qu'on passe directement aux trucs marrants comme la magie, les dragons et les harems de meufs. Si possible majeur s'il vous plaît. De la même façon que le shonen ou le shoujo ne sont pas des genres mais ils sont perçus comme tels par abus de langage, eh bien c'est la même chose en ce moment pour les isekai. Certes, on retrouve souvent les mêmes schémas narratifs et les mêmes archétypes dans pas mal de productions à succès. Et ne vous méprenez pas, ça peut être très bien fait ou fait de façon intéressante ou différente. Mais ils ne sont pas entièrement représentatifs de la richesse de ton et de genre que le cadre du isekai peut offrir. Bien avant la vague de isekai à succès inspirée des RPG et des MMO, on avait des robots géants, des magical girls, de la romance, de la géopolitique, des tsundere chez Harry Potter. Bref, je pense que l'isekai est plus une sous-catégorie de la fantasy, un cadre qui permet d'explorer plusieurs types d'histoires plutôt qu'un genre en lui-même, et ce, depuis la nuit des temps. Et comme on s'est rendu compte qu'au sein des mangas shonen, il y avait plus à explorer que les neketsu d'aventure, d'arts martiaux ou de sport, on a déjà constaté et on constatera encore que l'isekai a beaucoup plus à nous offrir. Ah oui, tiens, pendant que j'y pense, remarque fortuite, mais les histoires de voyage temporel dans des lignes de temps alternatives, ce ne sont pas des isekai, d'accord? Ça ne compte pas comme voyager dans un autre monde, sinon ça veut dire que Retour vers le futur 2, avec son histoire de présent alternatif, c'est un isekai aussi, et je pense que personne ne pense ce genre de choses de façon raisonnable. Voilà, prenez cette info, comme vous voulez, je vous la donne. Hey, merci d'avoir vu la vidéo jusque-là, ça fait vraiment plaisir. Pour le coup, comme promis, voici quelques conseils de visionnage niveau animé sur Crunchyroll. J'en ai déjà dit du bien dans la vidéo, mais il y a Ascension of the Bookworm qui est vraiment très sympa. Pour moi, c'est mon isekai préféré de cette année, si ce n'est un de mes isekai préférés tout court de cette décennie. Franchement, si je pouvais refaire mon top tiers des isekai, je le mettrais aussi en A. Ça montre vraiment que l'animation japonaise peut rendre intéressant n'importe quel genre d'histoire, même l'histoire d'une fille réincarnée en petite fille malade et pauvre qui essaye de créer des livres dans un monde médiéval. Ensuite, si suite à cette vidéo vous avez eu envie de voir beaucoup d'isekai, je vous recommande 3 en particulier sur Crunchyroll. Le premier, c'est moi quand je me réincarne en slime, j'en ai dit bien déjà dans ma vidéo top tier des isekai. Une chouette histoire sur un personnage qui du coup est Naroke, qui a des pouvoirs divins surabusés, mais qui s'en sert pour créer une utopie pour un groupe de monstres qui essayent de devenir plus civilisés et de créer quelque chose de beau ensemble. Une histoire de fantasy engageante, avec un côté construction de civilisation, avec des visuels très sympathiques, une bonne animation de combat, des jolis décors d'arrière-plan. Des combats qui sont assez intenses, même assez sanglants, ce qui peut jurer avec le côté sympathique, tout en bonhomie du reste de l'animé, mais c'est pour ça qu'on aime l'animation japonaise aussi, c'est pour le côté contraste entre les moments durs et les moments de joie aussi. Ensuite, il y a Re:Zero que je recommande, une histoire très sympathique avec un côté mystère dans un monde de fantasy où pour résoudre des situations compliquées, un jeune homme a le pouvoir de ressusciter et remonter légèrement dans le temps à chaque fois qu'il meurt. Si le double épisode qui a introduit la série vous a semblé intéressant et vous a scotché, ben je pense que le reste de la série vous plaira et vous donnera envie de rester jusqu'au bout. Et je recommande aussi Rising of the Shield Hero qui est tout à fait sympathique, qui se regarde tout seul et qui
a un postulat assez intéressant, le fait d'avoir un héros qui a des pouvoirs défensifs en fait. Et il est beaucoup rejeté pour ça. Il est dans un monde où en fait tout le monde le déteste et tout le monde essaye de le trahir et de le rejeter, et du coup il a des problèmes pour croire aux autres personnes, et c'est au fur et à mesure qu'il arrive à construire de la confiance envers d'autres êtres humains et envers d'autres alliés. Pour moi, ça se regarde bien. Mais quittons maintenant le monde des isekai, de la magie, de la fantasy, pour retourner dans la réalité avec mon histoire. Mon histoire, c'est l'histoire d'un jeune homme lycéen, grand, balèze, judoka, et qui ressemble physiquement à mon père, qui est tombé amoureux d'une jolie jeune fille toute mignonne. Et à partir de là, ils arrivent à construire un couple qui a l'air de loin plutôt mal assorti, mais qui en fait renferme des liens assez puissants. Et puis, ce qui est intéressant, c'est qu'on s'éloigne totalement des animés de romance habituels à base de « oh là là, mais je me demande s'ils arriveront à être ensemble à la fin ». Non, non, en fait, ils sont ensemble dès le début. Parce que ce qui est le plus intéressant dans un couple, c'est pas le moment où tu arrives à le former, c'est arriver à le maintenir qui est le vrai challenge, qui a la vraie péripétie en fait. Ensuite, gros hit en ce moment, c'est Dr Stone. J'en ai dit beaucoup de bien à la base dans ma vidéo qui parlait du manga Dr Stone. Eh bien, si vous avez aimé le manga, ou si vous avez trouvé le manga intéressant basé sur ma chronique, eh bien, vous allez aimer la version animée parce que toutes les qualités y sont. Ça arrive à rendre la science aussi badass que des combats entre ninjas ou entre pirates ou entre pirates ninja. Ensuite, on a Jojo. Il y a l'intégrale de Jojo sur Crunchyroll, donc si vous voulez vous mettre à Jojo et que vous voulez tout marathonner, c'est maintenant. C'est un animé justement qui a permis d'initier beaucoup de gens à l'univers riche, dantesque et complètement dingo de Jojo. Et si vous avez aimé ma vidéo sur Diesel, le plagiat de Jojo, et qu'à partir de là vous vous êtes dit peut-être que j'aimerais bien commencer Jojo un jour, et Crunchyroll, 14 jours de compte premium, lien dans la description. Et enfin, on finit sur un méga gros chef-d'œuvre, sur un de mes animés préférés de la décennie, peut-être un de mes animés préférés ever, à savoir Mob Psycho 100. Mob Psycho 100, à la base, c'est un manga du même auteur que One Punch Man, et je vais vous dire un truc, j'adore One Punch Man, je trouve que c'est un super bon animé, la saison de One Punch Man représente un des animés les plus importants de cette décennie. Ça veut dire ce que ça veut dire quand je vous dis que Mob Psycho c'est mieux. Voilà, pour moi, c'est plus qu'un chef-d'œuvre, Mob Psycho 100. C'est incroyable, j'adore cet animé du très fond de mon âme, et je ne peux juste que vous dire, regardez-le. En plus, c'est fait par les studios Bones, c'est un studio de gens extrêmement talentueux, et là, ils ont vraiment tout donné, ils se sont vraiment dépassés en termes techniques, et en termes d'écriture, et en termes de spectacle, et en termes de tout, en fait. Mob Psycho, c'est juste... c'est tout. C'est tout pour moi. Regardez-le s'il vous plaît, merci. 14 jours, premium, description, crunchyroll.com/ermite moderne, vite, 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 vite. Encore une fois, merci beaucoup à Crunchyroll pour le partenariat sur cette vidéo, et merci aussi à Damien Hilaire, alias Prof Isekai sur Twitter, pour m'avoir aidé à écrire cette chronique. Je vous encourage tous à le suivre sur Twitter, il raconte des choses intéressantes sur l'animation japonaise. C'est quelqu'un qui s'y connaît beaucoup, surtout en matière de robots géants et d'isekai, et du coup, naturellement, il m'a aidé à faire cette vidéo sur les isekai. Donc encore une fois, suivez-le. Il a aussi fait une série de vidéos en anglais sous-titré français où il parle des isekai analysés à travers le prisme de la sociologie, de qu'est-ce que ça raconte sur la société japonaise, toutes ces histoires d'autres mondes, et c'est très intéressant, et je vous mets le lien de ces vidéos dans le petit coin en fiche. Et pour finir, merci à vous de m'avoir suivi pour 1 an de plus. Maintenant, nous sommes à plus de 220 000 abonnés sur cette chaîne YouTube, et ça fait 10 ans que j'existe en tant que vidéaste sur Internet. C'est incroyable. En 10 ans, il y a des carrières qui ont été créées et qui ont été détruites. Internet, ça change énormément en 10 ans. Et me dire que grâce à vous, je suis encore là sur cet Internet changeant, polymorphe, qui évolue constamment, eh ben, ça me fait énormément plaisir. Merci de m'avoir soutenu depuis aussi longtemps. J'espère continuer pour encore 10 ans de plus à vous interpeller et vous divertir. Je ne sais pas ce que je vais faire de spécial pour les 10 ans de cette carrière, mais pour le coup, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est que pour les 10 prochaines années, je ne vous souhaite que tout le bonheur du monde pour vous et vos proches. C'est un des vœux que je vous adresse en cette période de Noël, de fin d'année. Vraiment encore, merci à vous, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.
J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si oui, n'hésitez pas à me soutenir financièrement sur Utip. Vous pouvez regarder une publicité qui rapporte 5 centimes si ça ne vous dérange pas bien sûr, devenir un Fire Tipper soutenant ainsi de multiples créateurs en plus de moi en ne donnant qu'une fois, ou en achetant les t-shirts ou sweatshirts, je code avec le cul. Tous les liens sont dans la description. Merci 1000 fois à ceux qui me soutiennent aussi sur Tipeee depuis des années. Votre fidélité me comble vraiment. Encore une fois, merci de me suivre depuis aussi longtemps. Il y a eu énormément de changements et de chamboulements dans ma vie en 2019, et avec votre soutien, j'ai pu franchir le cap. Je ne le dirai jamais assez, merci. On se retrouve en 2020 pour de nouvelles chroniques.